Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le débat de 12-15. C'est toujours un réel plaisir d'être en votre compagnie. Le verdict est tombé en fin de semaine dernière. 8 candidats sont en course pour la présidentielle du 12 avril 2025. Après 19 recours, 4 candidats ont vu leur candidature validée par la Cour constitutionnelle. Présidentielle 2025, 8 candidats en lice est le thème de ce débat. Et pour en parler, je reçois M. Pascal Koulou, il est homme politique, et à ses côtés, M. Donald Saint-Esprit, qui est le président de l'Alliance pour la Renaissance nationale, ARENA. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu comme ça, M. Donald Saint-Esprit, quels sont les grands enjeux de cette élection présidentielle? Les grands enjeux de cette élection présidentielle, c'est déjà les 8 candidats retenus par la Cour constitutionnelle, conformément vu la nouvelle constitution du 24 janvier, la charte de transition, la constitution de mars 1991, et puis les lois organiques qui se sont ajoutées avec le nouveau code électoral. Donc la Cour constitutionnelle a tranché, 8 candidats sont en course, en tête desquels le président de transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, le général de brigade de 50 ans. Et à côté de lui, Alain-Claude Bilebinze, l'ancien Premier ministre, l'ancien porte-parole du PDG de 57 ans, qui sont perçus, selon l'opinion, comme les 2 grands challengers pour ces élections du 12 avril prochain. Je vais dire pour le moment. Monsieur Pascal Koulou, 2 grands challengers, il y a quand même 8 candidatures. Il n'y aurait pas une candidature qui pourrait faire office quand même de 3e voie? Bon, disons que de façon générale, pour l'instant, on est à observer un peu le format auquel vont se livrer les candidats, mais en plus, on est beaucoup plus intéressé par le fond de leur offre politique qui va permettre évidemment aux citoyens gabonais de s'attarder en termes de choix à effectuer, mais également en termes de projection. Vous savez, souvent on a tendance à relativiser le choix que l'on fait au cours d'une élection. Il s'agit de choisir le mode de vie qui va régir le Gabon sur 7 ans. 7 ans, c'est long. 7 ans, c'est, pour schématiser un peu comme le disait quelqu'un au quartier, il dit, vous avez 7 ans, c'est le temps où vous faites un enfant, il va jusqu'en classe d'école. 7 ans, c'est le temps qu'il faut pour faire le cycle du secondaire pour aller à l'université. Donc, ce serait presque une génération. Voilà. Justement, M. Pascal Koulou, vous l'avez dit, si on veut aller au fond, est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà des projets de société qui se dégagent? Bon, par rapport au fond, comme vous dites, et aux attentes des uns et des autres, je crois que le plus important, c'est d'abord l'offre politique, premièrement. Mais je crois qu'il y a quand même, je ne m'avance pas, mais c'est le constat qui est fait, il y a une situation comme on dit, de sentier battu pour le général Oligui qui visiblement fait course tout seul parce que la structuration d'une élection présidentielle invite à beaucoup de management, invite à beaucoup d'équipes, invite à une maîtrise parfaite du terrain. Donc aujourd'hui, on attend effectivement de voir comment les uns et les autres vont évoluer de manière à ce qu'il faut adhérer au format de l'élection présidentielle. L'annonce d'une candidature est une chose, l'organisation de la campagne est une autre, la gestion de cette campagne et du scrutin est également une autre opération. Donc c'est quelque chose de, sur le plan de l'engagement, sur le plan de la structuration, qui est assez lourde à gérer. Assez lourde à gérer. Monsieur Donald Saint-Patrick, vous partagez cet avis, Monsieur Pascal Koulou? Monsieur Donald Saint-Esprit. Monsieur Donald Saint-Esprit, merci. Vous partagez cet avis de Monsieur Pascal Koulou? Oui, c'est vraiment un avis partagé parce que quand même une élection présidentielle, ça se prépare. Oui. Il y a des candidats qu'on connaît, il y a à peine 2 mois de présidentielle à 1 mois de présidentielle. Et parmi lesquels on retrouve quand même des anciens candidats aux élections présidentielles de 2023 qui n'ont pas pris de la hauteur, parce qu'il y a eu quand même 2 ans de transition, on n'a jamais entendu parler d'eux, et comme un cheveu dans la soupe, vous faites allusion à M. Axel Sosten-Ibinga, qui était déjà dans la course en 2023, et qui revient, et qui est d'ailleurs repêché par les 4 candidats de la cour. Repêché la cour. Donc vous voyez que c'est une élection présidentielle.
Ça se prépare, ça demande beaucoup de préparation. Alors, pourquoi... il annonce quand même, hein, dans les grandes lignes de sa vision ou de son projet, il parle de réforme institutionnelle ou de relance économique. Est-ce que ce sont des enjeux de l'heure aujourd'hui? Oui, enjeux de l'heure, mais nous le savons, nous avons eu avant beaucoup de projets, mais ce n'est pas seulement le projet, c'est aussi le sérieux du candidat. On n'est pas quand même candidat à venir tout juste faire du verbiage de grandes lignes à 1 mois de la présidentielle. À 1 mois de la présidentielle. Monsieur Pascal Koulou, d'aucuns auraient pensé que de nombreux candidats auraient pu prétendre aussi à être dans cette course et qui ne l'ont pas été. Bon, monsieur Donald Saint-Esprit parle de l'un des candidats, hein, qui était déjà en course en 2023 et qui revient et dont, oui, le projet n'est pas clairement lisible, mais est-ce que ce n'est pas aussi une ouverture, justement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser de croire que des candidats auraient été écartés? Oui. Bon, il faut déjà partir du fait que la particularité de cette élection présidentielle, c'est que elle n'est pas structurée par les politiques. C'est vraiment quelque chose d'assez visible. La majorité des candidats sont des indépendants. Ça veut dire qu'il n'y a pas un assemblage d'outillages politiques qui a conduit à une candidature. Évidemment, il y a un candidat qui est issu d'une formation politique, mais bon, il apparaît comme étant au nombre de ceux qu'on considère comme des petits candidats. Oui, oui. Qui a un parti politique, le Parti patriotique gabonais. Oui, c'est voilà. ça. Oh, quand même, quand on a un parti politique, on a un appareil politique face à des candidats indépendants, on devrait quand même avoir ses chances. Bon, vous savez, de plus en plus, vous entendrez souvent parler de partis de gouvernance. C'est-à-dire, vous avez une formation qui a une capacité d'investir le champ politique de manière à ce que, tout seul, vous soyez capable d'exercer le pouvoir de décision. Donc, je ne considère pas ce candidat issu d'un parti politique comme n'ayant pas l'ossature et les pressions nécessaires, mais il va tout de même avoir des difficultés non seulement à convaincre sur sa capacité, parce que l'exercice politique se mesure sur la durée. La particularité, je le disais, de cette élection, c'est que le candidat donné favori est porté par une masse populaire d'adhésion. Ça, c'est quelque chose qui singularise. Le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, il a mis en place une plateforme, rassemblement des bâtisseurs, ils l'ont appelé comme cela, et elle rassemble des membres de la société civile, des partis politiques et des indépendants. Quelle est votre lecture sur cet ensemble des partis politiques qui ont quasiment unanimement appelé au soutien de Brice Clotaire Oligui Nguema? Oui, écoutez, je venais de vous dire que avoir une ambition de candidature à l'élection présidentielle, c'est que vous êtes sûr de votre ossature. C'est-à-dire que vous avez une capacité de représentativité qui vous permet de couvrir l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas une déclaration de candidature, non. C'est une organisation de puissance et de force et de représentativité. Bon, par rapport au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, il a répondu à un appel venant de toutes les couches de la société gabonaise. Et dans ces couches, vous avez effectivement des politiques, vous avez des responsables religieux, vous avez des leaders d'opinion, vous avez des responsables administratifs. Donc, et autour de tout ça, il met en place une plateforme qui répond parfaitement à la vision qu'ont les Gabonais de lui aujourd'hui, en disant c'est l'homme qui a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Donc c'est quelqu'un qui construit. Il ne construit pas seulement l'environnement, l'améliorant, le développement, mais il fait renaître au fond de chaque Gabonais cette appropriation de la patrie, de l'engagement citoyen. Donc, il construit également le fait citoyen dans le cœur des Gabonais. Donc, en se disant bâtisseur, il répond toujours à cet appel, à cette volonté exprimée par les Gabonais de le voir reconstruire, rebâtir le socle institutionnel, le socle politique, mais davantage encore les fondamentaux, c'est-à-dire la mentalité ou l'opinion citoyenne, de telle sorte que ce soit une opinion républicaine. Donc, une opinion républicaine. Monsieur Donald Saint-Esprit, partagez cet avis. Brice Clotaire Oligui Nguema qui, durant moins de deux ans, a mené un certain nombre de réformes qui n'avaient plus été vues pendant longtemps, quasiment dans tous les secteurs dans tous les secteurs du pays. Ce sont des éléments qui ont parlé en sa faveur pour que des partis politiques
constitués, des partis politiques qui ont d'ailleurs combattu hier l'ancien président Ali Bongo, tous décident de porter leur voix vers sa candidature? Je partage en partie cette analyse du président Pascal Nkoulou, parce que vous savez, moi je suis de la Nyanga. Penyoulou Tchubanga, un chantier qui était égaré au moins pendant 8 ans. 35 km pendant 8 ans. Ce chantier est resté bloqué. Et il a fallu Brice Clotaire Oligui Nguema, après son coup de force du 30 août dernier, qui apporte quand même une lueur d'espoir. Parce que c'est ce qui doit opposer face au challenger qui est Alain-Claude Bilebinze, l'ancien Premier ministre, l'ancien porte-parole, l'ancien ministre de Sport, Culture, ministre de la Communication, ministre des Affaires étrangères, qui a aujourd'hui rien que le discours différent du président candidat, qui a lui en face des actes, pas seulement le discours. Parce que les discours, nous avons entendus depuis des années. Nous avons vu le plan stratégique Gabon émergent, c'était vraiment un projet ambitieux, mais de la parole à l'acte. Donc aujourd'hui, certains Gabonais pensent que oui, il y a le discours, mais nous choisissons d'abord les actes. Ils sont davantage convaincus par les actes. Et que dire finalement de l'organisation? On a évoqué 19 recours après le rejet des dossiers, certains dossiers par la CNOSER, ces recours auprès de la Cour constitutionnelle, et 4 dossiers ont été validés. Que dire finalement de cette candidature de Jean-Rémy Yama qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive? Est-ce qu'aujourd'hui la Cour a dit le droit ou bien, comme il l'a prétendu dans une déclaration publique, il y voit derrière une main noire politique? Ok, d'abord déjà pour le dire, Jean-Rémy Yama, c'est syndicaliste, depuis sénateur de transition, est une figure emblématique connue au Gabon. Maintenant, concernant la politique, parce que parfois il faut savoir faire la différence entre le syndicalisme et la politique. Parce que bien avant, il fallait déjà connaître les lois qui devaient gouverner nos élections au Gabon. Les gens regardaient la constitution du 24 janvier 2024. Il y avait la constitution de mars 91, la charte des transitions et les lois organiques qui sont arrivées. Donc quand on se prépare à une élection, il faut être prêt, la prudence. Il faut être prudent de regarder tous ces organiques. Parce que si vous êtes figé sur rien que la nouvelle constitution, sans regarder tous les contours, ça peut vous causer aujourd'hui préjudice. Nous regrettons pour Jean-Rémy Yama qui devait quand même être un challenger pour face au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, mais malheureusement qui a été recalé, peut-être par méconnaissance des textes. Ouais. Monsieur Pascal Nkoulou, est-ce que la candidature de M. Jean-Rémy Yama a été mal préparée? Je ne pense pas. Vous savez, la première responsabilité de tout acteur politique, c'est de se fier au format juridique de son pays. Sinon, vous ne pouvez pas concevoir l'État en dehors des règles régulières. Ça devient un tout petit peu l'anarchie et volontairement, on peut aller dans tous les sens. Je crois que comme tout être humain, effectivement, M. Jean-Rémy Yama a eu ce coup de se voir être rejeté à une compétition à laquelle il ne voulait prendre part. Mais je crois également que si lui-même s'est prêté au processus juridique établi pour revendiquer une situation, c'est qu'il avait foi aux institutions qui allaient rendre les décisions concernant la situation dans laquelle il se trouvait par rapport au rejet de sa candidature au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc c'est un ensemble d'attitudes. Donc c'est ce rapport à la loi aujourd'hui que les hommes politiques devraient améliorer. Parce qu'il y a également autour de tout ça une volonté pédagogique de renseigner les citoyens sur le rôle et les responsabilités de la loi. Or, quand on commence à méconnaître le cadre juridique simplement parce qu'on n'a pas trouvé satisfaction, on dit souvent de manière générale que la loi est dure, mais c'est la loi. C'est-à-dire que nous sommes tous soumis de respecter la loi. Je comprends la petite humeur ou émotion de M. Jean-Rémy Yama, mais bon, je crois que le format, il le connaissait. Et les situations telles qu'il les a vécues, il les connaissait. Bon, comme tout acteur politique, il tente simplement, après avoir perdu une bataille, il essaie de toujours rester présent dans l'opinion. C'est de bonne guerre, mais encore faut-il qu'il
soit régulier dans le développement qu'il fait de la situation qui est la sienne aujourd'hui et peut-être, pourquoi pas, faire une alliance, ça lui permettrait toujours d'être présent, même s'il n'est plus candidat majeur dans cette élection. Monsieur Donald Saint-Esprit disait à l'instant qu'il aurait pu faire un candidat intéressant. Est-ce que pour la démocratie, véritablement, il aurait pu justement faire un candidat intéressant qui aurait pu engranger quelques voix? On le sait, hein, il s'est longtemps illustré dans la défense des droits des travailleurs, il a longtemps milité dans le syndicalisme. Est-ce qu'il aurait quand même pu, je ne sais pas, mener cette élection à un second tour? Bon, vous savez, lorsqu'on parle de démocratie, de transparence, toutes ces notions, elles renvoient à ce qu'il faut tenir compte des principaux acteurs. Généralement, dans notre pays, il s'est constaté que l'on ne parle que du rapport avec le ministère de l'Intérieur et la Cour constitutionnelle. Non, il y a des acteurs beaucoup plus importants. Il y a la conduite du citoyen. Comment le citoyen gabonais se comporte en période électorale. Comment les candidats, acteurs de champ, se comportent pendant l'organisation des élections. C'est tout ceci qui permet de déterminer, en fonction des équilibres que l'on observe, un peu comme fonctionner une république ordinaire, c'est-à-dire vous avez des pouvoirs, mais c'est l'équilibre de ces pouvoirs qui vous permet de dire nous sommes dans une démocratie. Bon, encore qu'il faudrait tenir compte du fait que contextuellement, chaque environnement se redéfinit en fonction de ses valeurs internes. Or, dans notre pays, je crois que la première valeur interne, c'est l'inclusion telle que la pratique aujourd'hui le président de la transition, M. Brice Clotaire Nguema, en veillant à ce que toutes les compétences, d'où qu'elles viennent, puissent participer à donner au pays les meilleures opportunités de développement. C'est de un. De deux, c'est également aux acteurs politiques de repréciser la nature de leur engagement. Ce n'est pas évident d'avoir, par devers soi, une lecture précise de tout ce qui intègre le champ d'activité quand on s'engage au cours d'une élection. L'élection présidentielle est l'élection au sommet de la nation. Elle implique plusieurs paramètres. Elle n'est pas simplement suspendue au discours ou à la déclaration d'intention. Elle est suspendue à une prise en compte de toutes les valeurs qui meublent le champ économique, le champ politique, le champ social, à quelquefois même, moi je vois tous les candidats se prêter à ce jeu, le champ culturel, donc spirituel de votre environnement. C'est à partir de tous ces éléments que vous allez dire, oui, je participais à une élection où tous les contours étaient bien faits, ou alors non, parce que j'écoutais tel groupe, j'écoutais telle situation, et ces choses ne sont pas bien. Pour l'instant, je pense quand même qu'il est un peu prématuré de qualifier, un peu comme le font ceux qui aujourd'hui éprouvent des difficultés à se donner de la présence, à se donner des moyens d'exister, parce que, vous savez, être candidat, c'est bien, mais exister dans le lot du champ, de la confrontation, des campagnes, c'est toute une autre question. Donc, comme ils ne peuvent pas, c'est normal, ils trouvent des petites situations pour se rappeler à l'opinion qu'ils sont là et qu'ils existent. Mais bon, c'est heureusement pour la démocratie, pour les Gabonais, c'est souvent sans grandes conséquences. Sans grandes conséquences, mais pour la démocratie, on laisse le choix aux citoyens de pouvoir se prononcer. Je voudrais quand même qu'on évoque une candidature, cette candidature féminine, celle de Mme Ninga Channing Zenaba, une femme dans la course. Que représente cette candidature pour vous? Bon, d'abord, cette candidature pouvait déjà... On a vu la nouvelle constitution, la parité en femmes, malgré que ce 8 candidats, c'est très faible. On pouvait peut-être avoir 3 candidats d'agents féminins, mais malheureusement... Encore faudrait-il qu'elles répondent aux critères. Répondre qu'ils soient mariés, oui. Tous ces critères qui sont autour. Mais quand même, à 36 ans, j'ai vu un peu tout son projet. Elle veut réformer, construire des hôpitaux, des écoles, partout à l'intérieur. Mais je pense qu'elle n'a pas trop d'expérience. Parce que dire construire beaucoup des hôpitaux, beaucoup des établissements à l'intérieur, est-ce que ce sont forcément des hôpitaux modernes qui manquent ou des établissements qui manquent à l'intérieur du pays? Je pense qu'elle n'a pas trop l'expérience du terrain. C'est encore un peu la jeunesse, pas encore assez d'expérience. Peut-être avec le temps, si elle s'est réellement lancée en politique, elle aura... Parce que j'ai vu un peu le projet, c'est léger.
Jeune en âge, jeune en politique, mais bon, M. Pascal Nkoulou, c'est une candidature qui est validée, elle est dans ce lot de 8 candidats. Est-ce qu'elle a quand même des chances de faire un bon score? Bon, écoutez, l'univers politique est un univers de sérénité. Ce n'est pas un espace où vous allez, comme on dit, chanter au lieu des poèmes. Non, c'est un univers de sérénité. Surtout lorsque vous prétendez avoir la capacité de conduire la destinée d'une nation sur 7 années. C'est long. Il faut venir avec cette aura. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas, j'ai du mal à concevoir que la plupart des candidats s'aventurent alors que les Gabonais ont déjà précisé l'objet de leur engagement. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les voit se mobiliser. À écouter les gens, on ne parle que d'un seul et unique les Gabonais candidat. ont précisé l'objet de leur engagement. Vous appuyez sur quoi pour le dire? Bon. Qu'est-ce que j'en pense de la dame? Oui. Ce que je veux dire, c'est que sa candidature, elle est symbolique. D'accord. Ça veut dire qu'on est dans un champ d'ouverture et que tous les citoyens qui obéissent au format de la loi peuvent être candidats. Mais je n'encourage pas cette approche. Et c'est ce que j'essaie de développer tantôt. Pourquoi? Parce que être candidat à l'élection présidentielle, c'est reformater une vision pour que celle-ci implémente les populations. Donc, amener les gens à faire un choix sur une vision de société, ça ne s'improvise pas. Ça se prépare longtemps à l'avance. Oui, mais il faut que la population ait la possibilité de lire votre trajectoire. Mais M. Pascal Nkoulou, lorsqu'on est dans une élection à 2 tours, vous savez qu'il y a également ces appels qui peuvent parfois faire la différence si jamais il y a un second tour. Parce que, bon, on vous entend, et avec tout le sérieux qui est le vôtre, de décrire ce champ politique comme étant un lieu où il faut véritablement avoir des moyens lourds, où le rapport de force est parfois important. Mais qu'est-ce qu'on en sait si jamais on se retrouve dans une configuration où il y aura un second tour? Généralement, ce sont parfois ces candidats qui peuvent être aussi négligés, qui peuvent appeler justement à aller voter un candidat ou un autre. Est-ce que vous pensez que dans la configuration actuelle, il n'est pas possible qu'il y ait un second tour? Je n'ai pas à le penser. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est vrai, il faut se projeter, on peut avoir une vision. Mais cette vision doit s'appliquer dans le champ des réalités. Or, la réalité gabonaise d'aujourd'hui, c'est que les Gabonais ont en 2023 dit à Oligui, bravo, nous sommes avec toi. Les Gabonais lui ont dit, venez vous présenter. Les Gabonais lui ont dit, nous avons besoin de vous. Je n'ai pas entendu les Gabonais se prononcer sur un autre candidat, enfin, sur une autre personnalité gabonaise avant qu'Oligui ne devienne candidat. Aujourd'hui, je vois toute la mobilisation. Je vous dis, elle se fait à tous les niveaux. Les partis politiques, les associations caritatives, les associations religieuses, même les syndicats se mobilisent. C'est-à-dire que, tenez par compte, M. Jean-Rémy Ama, qui pensait avoir un coussin électoral important du fait de son activité syndicale, a tout de même constaté que la majeure partie des syndicats ont pris fait et cause pour la candidature de Oligui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y avait à concevoir des mécanismes de gouvernance, Oligui a tous les leviers pour former un gouvernement rapidement, pour avoir des candidats aux législatives. Je ne dis pas que les autres ne peuvent pas le faire, mais restons dans le champ des réalités. On ne se lève pas un matin et on dit « je vais à la conquête du sommet de mon pays ». Il faut avoir une trajectoire politique. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut tenir compte de toutes les forces. Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs économiques de notre pays penchent pour X candidats ou pour Y? Ces acteurs politiques, économiques attendent. Certainement, ils ont leur soutien. Certainement, ils ont leur appui. Mais dans tous les cas, il y en a qui ont tissé un ensemble, ce qu'on appelle le lobbying politique, doit être de mise. Or, à regarder certains candidats, c'est beaucoup plus du repositionnement. Parce qu'évidemment, on est dans le système d'inclusion où on se dit, bon, si je le fais, je serai mieux vu, je compterai, et puis après, peut-être qu'on m'associera à de plus grandes réflexions. C'est aussi de bonne guerre, mais pour l'instant, je ne néglige pas. Brice Clotaire Oligui Nguema va avec les faveurs des pronostics. Monsieur Donald Saint-Esprit,
Monsieur Pascal Nkoulou nous décrit là véritablement un champ politique où les positions des autres sont clairement identifiées, mais on a toujours, à l'expérience, on a vu par le passé des candidats qui ont souvent avancé aussi, mais vraiment tous ces avantages-là parce que à la tête de l'État, parce que ayant des moyens importants, mais est-ce que ça a toujours été le choix des citoyens? Quel est aujourd'hui l'élément qui peut faire la différence entre la candidature d'Oligui Nguema et le reste? Ok. Permettez-moi de revenir par rapport à l'analyse du président Pascal Nkoulou, qui dit que le président de transition, il y a des associations, beaucoup les appellent à candidature, mais l'histoire de notre pays, comme vous venez de le souligner, je sors là de l'opposition, j'ai fait 2009, j'ai fait 2016, j'ai fait 2023. J'ai vu en 2016, j'ai vu les gens appeler à la candidature d'Ali Bongo. En 2023, j'ai vu associations, syndicats, tout le monde appelé à la candidature. Mais ce n'est pas suffisant. Ouais. Ce n'est pas suffisant parce que Albert Ndossa, professeur Albert Ndossa, c'était 1%, on l'appelait 1%. Mais c'est à la dernière minute, grâce à l'alternance 2023, il est devenu président. Laissez-moi avancer, si vous permettez. Donc, c'était pour revenir que, oui, le candidat président sortant, Brice Clotaire, arrive déjà avec beaucoup de points d'avance sur les autres, mais ce n'est pas suffisant, il faut toujours continuer le travail. Il faut continuer le travail. Toujours, oui. Peut-être une dernière question avant de nous quitter, vraiment il ne nous reste plus assez de temps. Est-ce que, vous venez de l'évoquer, les acteurs d'alternance ont permis justement de faire la différence en 2023? Aujourd'hui, ces acteurs ont apporté leur soutien à Oligui Nguema. C'est un élément qui peut être déterminant? C'est un élément déterminant. Et à côté de ça, aujourd'hui, vous avez vu le rassemblement des bâtisseurs. Si vous voyez Ensemble pour le Gabon et le rassemblement des bâtisseurs, vous voyez nettement la différence. La différence, c'est que quand on voyait Ensemble le Gabon, mais qui est là? Ensemble pour le Gabon. Mais il n'y a personne. La jeunesse qui se reconnaît, mais personne. Vous l'avez dit, le rassemblement des bâtisseurs, la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, si on pouvait avoir également des études objectives, des études d'opinion, peut-être qu'on serait beaucoup plus situé. Mais on peut le dire aisément avec tout le bouillonnement qu'on constate, qui est visible. C'est une candidature qui a pris beaucoup d'avance. C'est déjà la fin de ce débat. Merci, messieurs, d'avoir été des nôtres sur le débat de 12-15. C'est déjà la fin. Je rappelle que nous discutions du thème présidentiel 2025. 8 candidats en lice et je recevais monsieur Pascal Nkoulou. Il est acteur politique et avec lui, monsieur Donald Saint-Esprit Mukunga, qui est le président de l'ARENA. Le débat du 12-15, c'est la fin, mais restez sur nos antennes.